Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et également dans un nouveau décor comme vous pouvez le constater. Surtout si vous avez vu ma dernière vidéo qui était un vlog achat, montage et rangement de la bibliothèque. J'ai fait un peu plus d'une semaine maintenant qu'on a emménagé. Ça fera certainement 2 semaines au moment où vous allez voir cette vidéo qu'on aura emménagé dans la maison qu'on a fait construire. Et sachez que pour le moment tout se passe très bien, donc tant mieux. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire une vidéo update lecture. Je vais tout simplement vous parler de mes 6 derniers livres lus. Dans cette vidéo, je vous parlerai de Pretty Girls, de Les Prodiges, du tome 2 de La Passe Miroir et Les Disparus du clair de lune, de Le Monde secret de Sombre Terre, de L'héritière de Bellecombe, et pour terminer, je vous parlerai du tome 1 de Oniria. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un thriller psychologique. Il s'agit de Pretty Girls, écrit par Karin Slaughter et sorti aux éditions Mosaïque. Bien évidemment, je remercie la maison d'édition ainsi que mon partenaire LP Conseil pour l'envoi de ce livre, que j'ai moi-même bien apprécié, lui ayant mis la note de 4 sur 5. Dans cette histoire, on va suivre deux sœurs, Claire et Lydia, qui ont toutes les deux vécu un drame dans leur enfance. Leur sœur aînée a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Impossible pour elle de savoir si leur sœur a fugué, si elle s'est fait enlever, si elle s'est fait violer. Le drame a énormément marqué leur vie puisqu'avec le temps les deux sœurs se sont brouillées et éloignées l'une de l'autre. Mais un nouveau drame va leur permettre de se rapprocher puisque le mari de Claire va se retrouver assassiné d'une manière assez atroce dans une ruelle. Voilà en ce qui concerne le pitch de départ. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour plonger dans cette histoire. Pour ma part, comme je vous le disais, j'ai bien apprécié parce que j'ai aimé que l'auteur prenne le temps de nous brosser vraiment le portrait de ces deux femmes qui ont toutes les deux la quarantaine et qui sont extrêmement opposées l'une de l'autre, puisqu'on a d'un côté Claire qui vient d'un milieu hyper favorisé, de l'autre côté on a Lydia qui elle trime vraiment pour réussir à joindre les deux bouts et pour réussir à nourrir sa fille. Donc voilà, vraiment deux visions de la vie extrêmement opposées. J'ai trouvé que ce livre était très addictif, mais en même temps je n'ai pas pu le lire d'une traite. Il a fallu que je le coupe avec d'autres lectures pour la simple et bonne raison qu'il s'adresse vraiment à un public averti, c'est-à-dire qu'on a des scènes assez dures, des scènes de torture, des scènes où on a vraiment de l'hémoglobine à abondance. Je pense qu'il faut vraiment le savoir avant de se plonger dans ce livre. Ce qui m'a empêché de lui mettre la note maximale, c'est que j'ai deviné assez tôt qui tirait les ficelles, qui se cachait derrière tout ça, et je trouve que c'est dommage dans un thriller de deviner aussitôt. Et puis ça, c'est quand même resté une bonne lecture pour moi. J'ai ensuite lu Les Prodiges, écrit par Jérémy Scott et sorti aux éditions Michel Lafon. Je remercie bien entendu la maison d'édition pour l'envoi de ce livre que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Béa. Sachez que des éditions Michel Lafon, c'est un des livres que j'attendais le plus cette année. On nous avait annoncé sa sortie lors du salon de Montreuil l'année dernière et du coup lorsque j'ai vu qu'il sortait, je ne tenais plus en place littéralement. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Philippe qui a 12 ans, qui est aveugle depuis la naissance et son père va lui apprendre qu'il est en réalité un super-héros et que toute sa famille est composée de super-héros et d'ailleurs toute la ville aussi, où en fait chaque personne développe un pouvoir qui lui est propre à l'adolescence. Philippe va intégrer une école spécialisée dans la formation des super-héros pour apprendre à lutter contre le crime et notamment une classe un petit peu spécialisée où la particularité de sa classe c'est d'être composée d'autres élèves qui comme lui possèdent un handicap, qu'il soit physique ou mental. Voilà en ce qui concerne l'histoire de ce livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. J'ai trouvé que le rythme était vraiment très intense du début à la fin. La dimension de l'infirmité qui m'intéressait le plus dans le livre, beaucoup plus que celle des super-héros parce que je n'avais encore, je crois, jamais rien lu comme roman sur les super-héros. C'est pas un thème qui m'intéresse plus que ça. D'ailleurs, quand il y a un Marvel qui sort au cinéma ou quoi que ce soit, personnellement je n'y vais pas, ça ne m'intéresse pas. Mais encore une fois, c'est vraiment la dimension de l'handicap et de l'infirmité qui m'intéressait ici et j'ai trouvé que c'était traité de manière extrêmement subtile et intelligente par l'auteur. En revanche, j'ai été très étonnée du ton du livre parce que je m'attendais à lire quelque chose de très gentillet, très choupinou, complètement à côté de la plaque. Il se passe dans ce livre des choses absolument horribles, des choses abominables qui vont vraiment faire grandir prématurément les 6 gamins qu'on va suivre ici. J'ai apprécié être étonnée, j'ai apprécié être prise par surprise, il y a des choses vraiment très intelligentes dites dans ce livre
et je lirai la suite avec plaisir puisque la fin laisse vraiment supposer qu'il y aura une suite à cette histoire. On a déménagé mais ils vont très bien. Ils sont toujours là. Ah mon bébé, t'es toujours là? T'es toujours là? J'ai ensuite lu le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du clair de lune, écrit par Christelle Dabos et sorti aux éditions Gallimard. J'ai besoin de mes deux mains pour porter ce livre parce que ce livre est vraiment énorme. Je rappelle, j'ai tiré ce livre au sort dans ma saga Blue Jar début mars. J'ai réussi à le terminer un mois plus tard, c'est-à-dire début avril. Il ne m'a pas vraiment fallu un mois pour le lire, c'est-à-dire que j'en lisais que quelques pages par jour pour faire durer le plaisir parce que ce tome 2 est tellement énorme que tout simplement je refusais de le mettre dans mon sac à main au risque de l'abîmer. Bien entendu, ça a été encore une fois un énorme coup de cœur pour moi, mais d'un autre côté je suis hyper frustrée parce que je sais que maintenant que je l'ai lu et maintenant que j'ai vu de quelle manière ça se termine, il va falloir que j'attende une éternité avant que le tome 3 ne sorte. Donc on va suivre Ophélie et Thorne dont la date du mariage ne fait qu'approcher. Et Ophélie se trouve toujours à la Citaciel où elle a été nommée visconteuse par l'esprit familial du pôle qu'elle a enfin rencontré qui s'appelle Farouk. Et suite à ça, il va y avoir une série d'étranges disparitions qui vont toucher uniquement les nobles à la cour et Ophélie va être chargée de mener l'enquête. J'étais tellement ravie de retrouver cet univers si particulier, si visuel et si riche en illusions, en objets qui bougent, en trucs divers et variés. Oh là là, que vous dire, mais ce mec est incroyable, franchement je le croiserais dans la rue, je le trouverais absolument moche, commun et imbuvable, mais alors là, sous la plume exceptionnelle de Christelle Dabos, cet individu si bizarroïde est juste hyper charismatique. C'est-à-dire que tous les passages où il était en train de discuter avec Ophélie, j'étais en train de fangirler, en train de me dire oh mon Dieu, voilà, j'étais dans cet état-là pendant toute la lecture de ce tome 2. On a des enjeux qui sont de plus en plus cruciaux, on a du suspense, on a du mystère, on a une nouvelle dimension théologique qui s'installe et qui nous permet de mieux appréhender l'univers qu'a créé l'auteur et qui m'intéresse vraiment de plus en plus. Je pense ne pas me tromper si je vous dis que j'ai préféré ce tome 2 au premier tome et c'est suffisamment rare pour être souligné ici. J'ai ensuite lu Le Monde secret de Sombre Terre, écrit par Cassandra O'Donnell et sorti aux éditions Flammarion Jeunesse. Je remercie l'auteur et la maison d'édition pour l'envoi de ce livre, c'est vraiment adorable de leur part de faire confiance aux blogueurs pour l'envoi de leur nouveau livre. Et Cassandra O'Donnell, si vous ne la connaissez pas, c'est notamment l'auteur de la série Rebecca Keane, qui est une série de beat-lit française que j'affectionne énormément et dont le prochain tome devrait sortir dans quelques mois à peine, donc je ne suis que hâte et impatience. Et en attendant la sortie du nouveau tome de ma série Chouchou, je suis ravie d'avoir pu me plonger dans celui-ci parce que Cassandra est vraiment polyvalente. Elle écrit des choses très diverses et variées. Elle écrit pour les enfants, elle écrit pour les adultes, elle écrit des livres fantastiques, historiques, fantasy. Et plus récemment, elle s'est essayée au genre policier. Et là, on est dans un monde fantastique, mais il s'agit d'un livre pour les enfants qui est à destination des 10-13 ans. Personnellement, j'aurais tendance à baisser la moyenne d'âge à 8-9 ans parce que, en ce qui concerne mon vécu, quand j'avais 10-13 ans, je m'attaquais à des livres beaucoup plus complexes que celui-ci. Mais bon, maintenant, ce n'est pas moi qui fixe les catégories d'âge, je vous indique simplement mon ressenti. En tout cas, c'est un livre qui n'est pas du tout épais, qui ne m'a bien entendu pas fait long feu, d'autant qu'il est parsemé d'illustrations de Jérémy Fleury à l'intérieur dans un style très manga. Et c'est assez agréable de voir ces illustrations à l'intérieur de ce livre. Voilà, je vous en montre une dernière. Et en ce qui concerne l'histoire, on va suivre Victor, qui est un petit garçon orphelin qui vit dans une famille d'accueil. Il a la capacité de voir des fantômes et des monstres esprits et il s'est confié uniquement à son meilleur copain Lucas, qui le croit. J'ai bien aimé ces deux petits garçons. Victor est assez courageux et volontaire, mais il est quand même très solitaire. Quant à Lucas, c'est le garçon un petit peu suiveur, un petit peu grognon, mais assez loyal et attachant. Et le duo va se transformer en trio le jour où il va y
y avoir une nouvelle élève dans leur classe qui s'appelle Alina, qui possède un monstre de compagnie invisible et qui elle aussi a la capacité de voir des choses que le commun des mortels n'est pas capable de voir. Voilà en ce qui concerne l'histoire et j'ai passé un bon moment de lecture en compagnie de ce livre. Bien entendu c'est difficile pour moi de l'appréhender de la même manière du haut de mes 26 ans qu'un petit bout de chou qui aurait 8 ou 9 ans. Maintenant ça ne m'a pas empêché une fois de plus de passer un bon moment parce que c'est un livre qui est quand même très rythmé, on démarre vraiment dans le vif du sujet et c'est ce qu'il faut pour maintenir l'intérêt des plus jeunes lecteurs intact et ça reste un récit qui est vraiment très prenant et il me tarde de savoir ce qui pourra se passer par la suite dans cette histoire. Toi aussi t'es toujours là. Toi aussi. Et en forme. Oh mon bébé. Oh c'est mon lapinou. Il me reste 2 livres à vous présenter, notamment L'héritière de Bellecombe, écrit par Lise Carlyle et sorti dans la nouvelle collection de Harlequin qui s'appelle Victoria. C'est une collection historique mais spécialisée dans les héroïnes au caractère bien trempé. J'avais très envie de découvrir un livre de cette nouvelle collection et je suis ravie d'avoir remporté celui-ci grâce à une masse critique Babelio. Cette histoire se passe en Angleterre en 1850. On va suivre Kate qui est baronne et héritière d'une grande demeure désargentée. Kate a bien fort à faire, ses journées sont très chargées entre la gestion du domaine et les problèmes de cœur de sa jeune sœur Nancy. Un jour elle va se disputer avec elle et folle furieuse elle va pousser son cheval au galop. Par contre elle va heurter un autre cavalier qui dans sa chute va tomber sur la tête et devenir amnésique. Kate va vraiment se sentir très mal, elle va énormément culpabiliser. Elle va ramener le cavalier à son château et prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Elle va apprendre qu'il s'appelle Edward, mais mis à part son prénom, il ne semble se souvenir de rien du tout. Et ce jeune homme est particulièrement beau et viril, ce qui ne gâche rien à l'histoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié les 2 héros de ce livre. D'un côté, on a Kate qui est extrêmement pragmatique, elle a 28 ans, elle est considérée comme une vieille fille parce qu'elle n'est pas mariée. De l'autre côté, on a Edward qui est un personnage assez charismatique. On sent que c'est pas un gentil garçon, on sent que lui, il a vraiment du vécu, mais on va apprendre ça au fur et à mesure et j'ai trouvé leurs interactions extrêmement savoureuses. Leurs dialogues sont très piquants, très amusants à suivre. Je trouvais que l'écriture de Lise Carlyle est extrêmement gaie et sautillante. Voilà, je suis ravie au niveau de cette histoire que la partie amnésie d'Edward ne soit cantonnée que dans la première moitié du récit et qu'il ait la place dans la seconde moitié pour parler de complètement autre chose. Voilà, ça m'aurait vraiment déçu qu'il soit amnésique du début à la dernière page. Là, vraiment, ce n'est pas le cas. L'auteur en garde sous le coude et c'était vraiment parfait. J'ai mis la note de 5 sur 5 à ce livre. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même mis la note maximale parce que je vois pas ce qu'il aurait fallu de plus pour que ce soit mieux en fait. C'était déjà tellement bien. J'ai passé un super bon moment de lecture. Ça m'a complètement distraite. On arrive enfin à la fin de cette update lecture et le dernier livre que je vais vous présenter c'est le tome 1 de Oniria écrit par BF Paris et sorti aux éditions Hachette. Ça fait un petit moment maintenant que le tome 1 est sorti puisque j'ai déjà les tomes 2 et 3 en ma possession. Mais je sais pas vous, mais moi, il y a certains de mes livres qui sont dans ma palle depuis une éternité, que j'ai très envie de lire et que je n'arrive absolument pas à en sortir pour des raisons diverses et variées. J'avais déjà mis ce livre l'année dernière dans ma pile à lire estivale. Je n'avais pas réussi à l'en sortir et là, enfin, ça y est, je l'ai lu. Mais je pense que mes attentes étaient quand même extrêmement élevées puisque j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre. En soi, ce n'est pas une mauvaise note, mais j'ai quand même été un petit peu déçue par rapport à ce que j'en attendais. Dans cette histoire, on suit Elliot qui a 12 ans, qui est un adolescent somme toute banal, qui vit dans une famille recomposée. Puis tout se passe bien jusqu'au jour où le père d'Elliot tombe dans un coma vraiment très étrange. Les médecins sont incapables de dire ce qui le provoque et comment réussir à l'en sortir. Mais sa grand-mère, Mamie Lou, va avoir une piste. Elle va confier à son petit-fils un sablier magique qui va lui permettre de voyager dans le monde d'Oniria, qui est le monde des rêves et le monde des cauchemars, et on y accède en portant le sablier et tout simplement en s'endormant. Dans ce monde parallèle, Elliot est un créateur, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de créer tout et n'importe quoi grâce au pouvoir de son imagination, et dans ce monde, il devrait pouvoir rencontrer quelqu'un qui serait susceptible
de l'aider, ou ensemble j'ai quand même passé un bon moment de lecture parce que j'ai trouvé que l'auteur avait une imagination folle, j'ai trouvé que les personnages étaient tous vraiment très intéressants, je les ai vraiment tous appréciés. J'ai trouvé que certains passages étaient un petit peu brouillons dans le monde de Nyria, j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, l'auteur semble nous amener dans une direction et puis au final elle a l'air de dire que c'est un cul-de-sac, il faut repartir autre part. Voilà, du coup elle a perdu mon attention à plusieurs reprises et c'est vraiment dommage. Ensuite, je trouve que le travail éditorial est vraiment chouette parce que on a une couverture qui a un petit effet 3D comme ça. Et au milieu du livre, on a, je vais vous en montrer une seule, mais on a plusieurs illustrations. Alors en voyant cela, j'étais très contente jusqu'au moment où je me suis aperçue qu'il y avait certaines illustrations qui évoquaient un moment du livre qui n'était pas encore passé au moment où j'étais rendue à la moitié. Du coup, c'est comme si ça m'avait spoilé certaines scènes du livre, donc là aussi j'étais pas très fan. Donc voilà, plusieurs petites choses comme ça qui m'ont fait dire que c'était pas mal, mais avec quand même quelques bémols. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un agréable moment de lecture et je découvrirai avec plaisir le tome 2 dès que j'aurai l'occasion de le sortir de ma palle. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que j'avais vraiment beaucoup de livres à vous présenter, mais si je ne le faisais pas dans cette vidéo, je prenais le risque de prendre vraiment du retard sur mon planning. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous avez lu les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, si jamais vous les avez appréciés, ce que vous en avez pensé. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!